un de ces changements-là est que les concepts deviennent de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus gros. Alors, plus de pièces qui sont incluses, plus de sous-assemblages qui sont mis ensemble. Alors, ça crée des nouvelles choses qu'il faut considérer. Et SolidWorks est bien conscient de tout ça. Et à chaque année, essaie de penser à ceci dans les développements pour la nouvelle année, pour vous aider dans votre travail de tous les jours. Alors, on s'est dit que ça serait une bonne idée de mettre une session pour vous parler de certains trucs, certains que vous êtes peut-être déjà au courant, certains que vous l'êtes pas. Alors, c'est pas une discussion qui est nécessairement noir et blanc, où on dit à tout le monde, voici, tout le monde fait exactement comme ceci et ça va fonctionner. C'est un peu plus ce que moi j'appelle la magie noire, où il faut un peu être créatif, il faut regarder les différentes choses. Alors, Michel va passer à travers différentes options avec vous aujourd'hui. Malheureusement, on n'aura pas le temps, il semble, de tous les voir. Alors, on va devoir briser ça en 2 sessions. On n'a pas prévu la deuxième encore. Alors, dès qu'on a une date, je vous envoie un courriel pour tous ceux qui se sont enregistrés pour celle-ci pour vous aviser. Et à ce moment-là, vous pourrez vous joindre à nous pour la deuxième session pour voir la continuation. Alors, avec ceci, je vais vous donner quelques petites informations avant de commencer. Dans le panneau du GoToWebinar, il y a 2 documents qui sont là que vous pouvez télécharger si vous voulez. C'est au sujet des nouveautés de l'année. Alors, évidemment, Michel va toucher sur certains aspects qui sont nouveaux avec la version 2018 qui pourraient vous aider, dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Alors, vous pouvez voir les top choses dans ces documents-là. Il y a aussi directement sous ça une boîte qui s'appelle Chat. C'est écrit Type Message Here ou indiquez votre message là. Je ne sais pas si vous avez une version française, je ne sais pas si ça existe. Mais bon, vous pouvez écrire vos questions à mesure pendant la session dans cette boîte. Et Michel pourra les adresser à la fin si le temps le permet. Sinon, on les a d'enregistrer avec le système et pourra vous revenir personnellement pour avoir un échange avec vous. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions à mesure et moi, je vous reviens à la fin pour clôturer tout ça. Je vais passer la parole à Michel. Michel est chez SolidWorks depuis longtemps, depuis 13-14 ans. Il en a vu des clients, il a vu l'évolution d'assemblage qui était du 10, 50, 100 pièces à du 100 000 pièces dans un assemblage. Alors, on a vu toutes sortes de choses et il va partager avec vous certains trucs qui, j'espère, vont vous aider dans votre quotidien. Alors, Michel, à toi la parole. Ben, premièrement, merci Joël et puis bonjour tout le monde, bon matin. Comme Joël le mentionnait, on se questionnait à qu'est-ce qu'on faisait à nos sessions du vendredi. Puis j'ai dit à Joël, on va faire une session sur les gros assemblages. C'est quelque chose qui revient à peu près tout le temps quand on parle à nos clients, très régulièrement de toute façon. Et puis, quand je pensais faire ça une session, puis quand j'ai commencé à mettre tout le matériel ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses que je voulais montrer. Fait qu'on a décidé de diviser ça en 2. Fait que c'est de ma faute si on fait ça en 2 sessions. On fait la première partie aujourd'hui. On va planifier la deuxième partie, comme Joël l'a mentionné. Mais avant de commencer, moi, j'aimerais vous poser une question. En fait, j'aimerais ça savoir quelle version de SolidWorks que vous utilisez présentement. Alors, vous êtes capable d'aller voter présentement sur l'interface de la session. Ça va me donner une bonne idée parce que certaines des choses que je veux parler aujourd'hui existent dans des versions, n'existent pas dans d'autres. Là, fait que ça va me donner une bonne idée sur comment faire la discussion. Alors, je vais laisser quelques secondes. On voit déjà les votes commencent à rentrer, c'est le fun. Merci de la participation de tout le monde. Je vais laisser encore peut-être quelques secondes pour laisser les derniers voter. Alors, je vais laisser encore une vingtaine de secondes. Fait qu'on voit là, la majorité présentement, aujourd'hui, c'est des utilisateurs de 2017, ce qui me surprend pas vraiment, pour être honnête. Alors, on voit qu'en fait, presque tout le monde a voté, fait que c'est le fun. Je vais fermer les votes et puis je vais les partager.
juste pour vous donner une idée. Fait qu'on peut voir, comme je disais tantôt, la grande majorité, à peu près la moitié des gens utilisent 2017, une bonne partie 2018, c'est le fun, 2016, et puis certains qui sont dans d'autres versions antérieures, il n'y a pas de problème. Beaucoup des techniques que je vais parler s'appliquent à toutes les versions. Je vais essayer d'identifier autant que possible là, les techniques ou les outils qui sont propres à une version plus qu'à une autre. Alors, merci encore pour ça. On va se lancer dans notre sujet d'aujourd'hui, les techniques pour gérer les grands assemblages. J'ai ma présentation au total, je l'ai divisée en 6 thèmes. Premièrement, on va définir c'est quoi un grand assemblage. On va regarder c'est quoi les activités qui se passent quand on ouvre, on fait des mises à jour. On va regarder 3 points critiques qui vont toucher les grands assemblages. Premièrement, comment améliorer les temps d'ouverture, comment améliorer les temps de mise à jour, la reconstruction d'un assemblage, par exemple, et puis comment améliorer les temps dans les mises en plan. C'est les 3 gros items là, qui sont plus durs à réparer, si on veut, quand on parle de gros assemblages. Et puis, la dernière chose, on va parler de matériel informatique parce que, oui, il y a l'élément hardware, l'ordinateur, etc. Maintenant, comme je disais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 premiers points. Puis on va faire les 3 autres un petit peu plus tard. Alors, on va se lancer. Premièrement, c'est quoi un grand assemblage? Je pose tout le temps la question parce que quand je vais voir un client, le client me dit j'ai des problèmes avec les gros assemblages. OK, oui, mais c'est quoi pour toi un gros assemblage? J'ai vu des clients avec, c'est pas nécessairement la quantité de pièces, c'est pas nécessairement la grosseur en volume de l'assemblage. Il y a plusieurs facteurs. En fait, ma définition d'un grand assemblage, c'est très, très simple. C'est un assemblage qui est assez complexe pour 2 choses. Soit maximiser les ressources du système, OK, ça c'est le premier. Puis deuxième, quelque chose qui va affecter la productivité. Comme je disais tantôt, j'ai vu à ma définition, des grands assemblages de 10 pièces. Okay? Mais c'était tellement compliqué en frais d'assemblage, en frais de pièces, etc., que ça rentrait dans ma définition de grands assemblages. Normalement, quand on parle de grands assemblages, on est d'habitude dans les milliers de pièces, peut-être les dizaines de milliers, mais ça peut varier. Il faut pas dire que c'est une quantité de pièces qui définit que c'est un grand assemblage ou pas. Deuxièmement, c'est quoi les symptômes? Encore une fois, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui, dans la définition du grand assemblage, nous fait mal ou affecte la productivité quand on travaille avec SolidWorks. Il y a plusieurs facteurs. Oui, il va y avoir une baisse de performance, mais il faut trouver un petit peu, il faut s'aider puis trouver un petit peu aller où. Ça va nous aider à résoudre les problèmes. Premièrement, les gens vont travailler dans SolidWorks. Quand c'est ouvert, ça va très bien, mais le temps d'ouverture, le temps de sauvegarde, c'est pénible. Ça peut être ça. Ça peut être les temps de reconstruction. Ça peut être les opérations graphiques, le zoom, le pan, le rotate. Ça peut être ça. Ça peut être quand on déplace des composants dans un assemblage, quand on va ajouter des contraintes, quand on va faire la mise en plan, la mise à jour des mises en plan ou travailler dans la mise en plan. Maintenant, ça peut être une combinaison de facteurs aussi, ce qui est pas rare, ok, ce qu'on va voir souvent quand il y a un facteur qui, ok, oui, c'est long à ouvrir, mais oui, c'est long à reconstruire, puis peut-être que oui, c'est long aussi à manipuler à l'écran. Bon, il peut y avoir une combinaison de facteurs aussi, il faut le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, la technologie, elle est dans un certain point limitée. On fait beaucoup d'efforts chez SolidWorks pour améliorer. Et puis, s'il y en a d'entre vous qui ont commencé à tester la version 2019 bêta, vous allez remarquer qu'il y a des améliorations au niveau de la performance que nous, on fait chez SolidWorks pour l'améliorer. Mais quand on regarde un assemblage ou un grand assemblage, il y a à peu près 70% des facteurs qui sont pas de notre contrôle. Et puis, on va surtout se concentrer sur ces facteurs-là parce que c'est là en utilisant ces techniques-là, qu'on va être capable d'améliorer justement les performances dans les grands assemblages. Maintenant, on a vu c'est quoi les grands assemblages. Pour commencer à trouver ou s'aider à résoudre les problèmes qu'on a dans les grands assemblages, il faut comprendre un petit peu c'est quoi les activités qui se passent quand on fait des grands assemblages. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi SolidWorks fait quand je vais ouvrir un document, quand je vais le reconstruire? En sachant ça,
on va comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Alors, c'est ça que je veux un petit peu illustrer dans la prochaine slide. Des activités. Il y a plusieurs activités que SolidWorks va faire quand on va ouvrir un assemblage. J'ai une charte qui montre un petit peu les activités quand que j'ouvre justement un assemblage ou une mise en plan d'assemblage. Alors, si on commence par en haut, je vais essayer d'utiliser mon petit outil pour pointer. Alors, on commence par en haut. On va ouvrir un assemblage en haut ici, OK? À partir de cet assemblage-là, on va pouvoir continuer puis travailler. SolidWorks va maintenant ensuite venir charger toutes les références. Quand on décide de l'ouvrir, là maintenant, SolidWorks va se mettre à charger toutes les références. Puis comme c'est stipulé ici, ça peut être des milliers de pièces, ce qui est souvent le cas dans les gros assemblages. Maintenant, si on est chanceux, il n'y a pas eu de modification qui a été faite. On fait tout simplement peinturer, entre guillemets, à l'écran, et puis le processus est fini. Mais dans la majorité des cas où est-ce que j'ai des mises à jour, une fois qu'on a commencé à charger toutes les références, SolidWorks va commencer par aller mettre à jour toutes les pièces, les sous-assemblages qui ont été modifiés entre-temps, qui ne sont pas à jour. Ensuite de ça, va aller résoudre toutes les contraintes d'assemblage. Après avoir résolu toutes les contraintes d'assemblage, va mettre à jour toutes les fonctions dans le contexte de l'assemblage. Puis les fonctions d'assemblage, comme par exemple les répétitions d'assemblage, les fonctions de coupe ou d'enlèvement de matière dans l'assemblage, etc. Maintenant, ça, une fois que c'est fait, s'il y a des contraintes qui ont été mis dans, par exemple, une répétition d'assemblage, il faut recommencer à résoudre les contraintes. Alors ça, je vais en reparler un petit peu plus tard, justement pour aider le temps de reconstruction, parce que juste là, ça vous donne peut-être des idées. Hein. Je vous dis que on met à jour les fonctions d'assemblage, puis après ça, il faut remettre à jour les contraintes des pièces qui sont dans ces fonctions d'assemblage-là. Fait que ça vous donne un petit truc. On va en reparler un petit peu plus tard. Puis ensuite de ça, il faut peinturer l'assemblage. Fait que la boucle qu'on voit ici, là, cette boucle-là, là, ça peut se faire plusieurs fois à l'ouverture de l'assemblage. La boucle qu'on voit ici, là, ça peut être répété plusieurs fois, peut-être même plusieurs centaines de fois, si j'ai plusieurs pièces qui sont dans cette boucle-là qui ont besoin d'être refaites. Donc ça va nécessairement ajouter à mon temps de reconstruction. Et puis ensuite de ça, on va peinturer comme on l'a dit ici. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ça va être terminé on va continuer, puis on va peindre le reste de ma mise en plan. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, c'est que si j'ai des mises en plan, le processus ne se termine pas là. Si j'ai des mises en plan, il faut continuer le processus. OK? Encore une fois, si on regarde le processus en continuant, faut que je mette à jour toutes les configurations qui ont des vues dans ma mise en plan. Donc, encore là, je vais en reparler un petit peu tantôt même. Ensuite de ça, mettre à jour les vues, résoudre les vues de section. Donc, si j'ai une vue on fait une vue de section à partir de cette vue-là, si cette vue-là, elle a besoin d'être reconstruite ou repeinte, entre guillemets, la vue de section va falloir qu'elle soit repeinte aussi après la première. Okay? La vue de section dépend de cette vue-là. Ensuite de ça, on fait les layers, etc. Il y a quelques processus qui sont faits en arrière-plan et puis on finit. Bon, comme vous pouvez voir, le processus juste ouvrir un document, c'est quand même il y a beaucoup d'implications qui se passent à l'intérieur de ça. Maintenant, on va continuer notre discussion, puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait justement pour améliorer les activités. La première grande chose qu'on va parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les temps d'ouverture. Comme j'ai mentionné tantôt, on va parler un petit peu plus tard de les mises à jour, le temps de mise à jour, le temps d'améliorer les mises en plan. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur le temps d'ouverture. Alors, vous l'avez vu, juste avec les activités, il y a plusieurs choses qui se passent quand on ouvre un assemblage. Et puis, quand on va commencer à
travailler pour améliorer les temps d'ouverture, ben, on peut comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, quelques outils disponibles pour faire ça. À partir de SolidWorks 2018, ok, c'est nouveau dans 2018, vous l'avez peut-être même vu dans la petite vidéo au début, là, qui est passée rapidement. On a un nouvel outil, en fait, qui s'appelle la barre de progression d'ouverture d'assemblage. Maintenant, qu'est-ce que ça sert, cette petite barre-là? Je vais vous le montrer un petit peu tantôt. C'est nouveau en 2018, comme je viens de le mentionner. Ça va me donner de l'information à l'ouverture des assemblages, à l'ouverture du document. Ça me donne premièrement le nombre de composants qu'il y a à ouvrir. Ça va me donner le statut, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'ouvrir les composants, il est en train de mettre à jour le modèle, il est en train de mettre à jour le graphique à l'écran. Donc, je sais dans quel état SolidWorks, qu'est-ce que SolidWorks est en train de faire pendant l'ouverture. Il va aussi me donner le temps écoulé. Ça fait combien de temps qu'il est en train d'ouvrir l'assemblage. Puis, il va aussi m'indiquer la dernière fois que j'ai ouvert cet assemblage-là. Donc, dans le cas vraiment des gros assemblages, on a une idée de combien de temps ça peut nous prendre pour ouvrir celui-là. Si je sais que c'est vraiment un assemblage énorme, puis ça prend quelques minutes, ben je sais que j'ai peut-être 2-3 minutes en avant de moi pour faire autre chose. Donc, j'ai cette information-là. Aussi, à partir de 2018, chose que je n'ai pas mentionnée, je ne l'ai pas écrit ici non plus, c'est possible dans l'explorateur Windows d'afficher la colonne du temps d'ouverture et d'afficher une colonne supplémentaire pour dire la dernière version sur laquelle le fichier a été sauvegardé. Donc ça peut être intéressant aussi à savoir. C'est juste d'aller dans l'explorateur Windows, ajouter une colonne, puis il y a une colonne qu'on appelle temps d'ouverture, un autre qui s'appelle version SolidWorks. Donc ça, c'est de l'information qui va nous permettre au moins de trouver ou de cibler qu'est-ce qui prend du temps à l'ouverture. Maintenant, aussi, à partir de ce dialogue-là, si le dialogue, je me rappelle pas exactement, mais je pense que si le temps d'ouverture est plus d'une minute, le dialogue va rester affiché à l'écran. Et puis, vous avez un petit lien pour lancer l'évaluation de performance. Je vais y revenir justement, là, je vais en parler tout de suite après. C'est quoi l'évaluation de performance? Alors, on va regarder ça justement. L'évaluation de performance, je peux le lancer directement à partir de la petite boîte de dialogue d'ouverture. Je peux le lancer aussi directement à partir de mes outils SolidWorks. Le dialogue de visualisation des performances d'assemblage a été aussi amélioré en 2018. C'est quelque chose qui existait déjà, qui n'était pas facile à découvrir, je dirais. Il fallait savoir où aller, là. En 2018, on l'a intégré dans l'évaluation des performances d'assemblage directement. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que ça permet de classifier graphiquement à l'écran les composants qui, selon divers facteurs qui affectent les performances. Premièrement, le nombre de triangles. Le nombre de triangles, là, ça dit rapidement c'est quoi la charge graphique pour générer un graphique à l'écran dans SolidWorks. Donc, plus qu'il y a de triangles, plus que la pièce elle est lourde, entre guillemets, quand on fait des zoom pan rotate. Okay? On parle vraiment de la charge graphique. Deuxièmement, il va nous pointer toutes les pièces qui sont dans mon assemblage par temps d'ouverture. On peut les classifier. Donc, on a une idée c'est lesquelles les pièces qui prennent le plus long à ouvrir et aussi les temps de reconstruction. Alors, en fait, on va aller regarder à quoi ça pourrait ressembler tout ça, comment ressemble cet outil. Alors, dans SolidWorks, je vais faire fichier ouvrir. Et puis, en l'ouverture, dans 2018, vous voyez la barre de progression qui est en haut, qui est en train de charger, qui me dit que j'ai 416 composants, combien qui est en train de charger, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Là, on voit qu'il est en train de charger. Une fois qu'il va avoir terminé, il va mettre à jour l'assemblage, résoudre les contraintes, puis ensuite de ça, peinturer. Alors, j'ai mon assemblage. Dans l'évaluation de performance qu'on a retravaillé, qui existait dans les autres versions, mais on l'a refait plus clean, entre guillemets, en 2018. Meilleure information, on est capable d'aller voir tout ce qui se passe dans mon assemblage, le nombre de pièces, etc. Et puis, à partir de 2018, justement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à partir du dialogue, on a la visualisation d'assemblage. Comme vous voyez à la gauche, j'ai des colonnes, puis je suis capable de classer par code de couleur.
Donc, je suis capable de voir par code de couleur, justement, c'est lesquelles les pièces qui sont les plus lourdes à charger ou qui sont le plus graphiquement intenses, si on veut. Fait qu'on voit que la pièce qui est ici est rouge. J'ai une configuration séparée. Elle devient bleue parce que maintenant, elle est beaucoup plus simple à afficher, beaucoup plus facile à afficher. Et ça me permet justement de trouver les pièces qui sont plus difficiles à afficher, plus longues à charger, etc. Donc, l'outil est vraiment un bon outil intéressant pour trouver qu'est-ce qui se passe dans mon assemblage et puis aller cibler qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer au niveau de mon assemblage. Maintenant, un autre truc on va parler aujourd'hui, c'est utiliser des versions simplifiées. En fait, vous l'avez vu tout de suite dans l'exemple qui était avant, que j'avais une pièce qui était graphiquement lourde, qui va prendre du temps à charger. Et puis, j'avais déjà une configuration qui était une configuration allégée ou simplifiée de cette pièce-là. Chose qu'on va voir souvent, on va aussi parler un petit peu de SpeedPack, puis je vais montrer quelques outils justement pour nous aider à aller créer ces versions simplifiées-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on veut faire une fonction simplifiée? Il faut comprendre que toutes les fonctions cosmétiques complexes peuvent avoir un impact négatif sur les performances. Pas juste les performances en temps d'ouverture, mais aussi les performances graphiques. Je dirais que les performances graphiques vont entrer dans les performances de temps d'ouverture parce que quand j'ouvre quelque chose, il faut que je le génère graphiquement. Mais aussi au niveau de quand on va travailler Zoom, Pan, Rotate, ça va continuer à avoir des impacts dans mes performances. Donc, les documents qui ont beaucoup de fonctions cosmétiques peuvent influencer énormément dans les temps d'ouverture. Aussi, ce qu'on va suggérer, c'est d'avoir des versions détaillées d'un modèle pour peut-être la mise en plan de détail, puis avoir un dessin allégé qu'on va utiliser dans les assemblages plus hauts. Pour simplifier à l'écran graphiquement, mais aussi, ça va aussi nous aider sur les mises en plan. Vous l'avez vu tantôt, les mises en plan, tout le processus d'ouverture de mise en plan se fait après qu'on ait ouvert un assemblage. Même si j'ai pas d'assemblage d'ouvert, je fais fichier ouvrir mise en plan. À l'arrière-plan, ça doit ouvrir l'assemblage avant d'ouvrir la mise en plan. Donc, ce que je vais faire d'un assemblage va avoir des impacts nécessairement dans mes mises en plan. Donc, ça aussi, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'on a comme outils? Premièrement, avant de parler des outils, je vais parler un petit peu des ce qu'on va cibler peut-être plus en premier, et puis qu'est-ce qui se porte bien à simplifier. Une chose que je dis souvent de faire attention, c'est les pièces achetées. Souvent, on achète des pièces, on trouve le modèle, c'est un modèle peut-être un step ou autre chose, il est super beau, on le prend, on le met dans notre librairie, puis cette pièce-là se ramasse dans 15 assemblages. Si la pièce dans la librairie, elle n'a pas été simplifiée, je viens d'avoir un impact dans mes 15 assemblages. Fait qu'il faut faire attention à nos pièces de librairie. Des choses que je vais voir, tu sais, un roulement à billes, là. Des fois, je vois des roulements à billes qui sont modélisés, puis on voit même les billes à l'intérieur du roulement. Je veux dire, c'est comme, on a juste besoin de la forme générale du roulement, ok? Juste une révolution circulaire, carrée ou rectangulaire, la forme du roulement, c'est tout vraiment ce qu'on a de besoin. Et puis, ça va illustrer très bien c'est quoi un roulement. Chose aussi que je veux faire attention, j'ai vu des clients qui mettent dans leur pièce de librairie les boulons avec les filets, avec les inscriptions, le texte embossé. Nécessairement, vous ajoutez beaucoup d'informations graphiques qui n'est pas nécessaire dans la majorité des cas dans l'assemblage. Et puis, si ça l'est nécessaire, souvent, ça va être nécessaire dans un sous-assemblage ou dans un petit assemblage, mais quand vous montez dans les niveaux supérieurs, vous pouvez facilement cacher, supprimer ces composants-là. Aussi, les pièces où est-ce qu'il y a du grillage dessus, au lieu d'utiliser un vrai grillage puis de faire des trous, puis de faire des milliers de trous dans une plaque, encore une fois, peut-être que c'est nécessaire au niveau de la pièce de détail pour pouvoir faire la mise en plan, mais quand vous arrivez dans des assemblages, faites-vous une configuration avec juste une texture graphique dessus, ce qui est possible de faire avec ce doigt. Maintenant, comment on fait pour résoudre ou trouver les résoudre? Premièrement, vous l'avez vu tantôt, hein?
utiliser l'outil de visualisation d'assemblage. Maintenant, j'ai dit qu'il a été amélioré dans 2018, mais il est disponible dans toutes les versions antérieures de SolidWorks. Je pense que la visualisation d'assemblage est arrivée dans les années, 2010-2012 peut-être. Il faudrait confirmer, là, mais ça fait plusieurs années que c'est là. C'est juste qu'il faut afficher les colonnes, aller chercher les colonnes puis les afficher. Mais c'est possible de le faire. Donc, regardez les performances graphiques, puis regardez pour les triangles. Les triangles, comme je le disais tantôt, c'est ça qui va affecter les performances graphiques. Mais comme je le disais, quand on ouvre un assemblage, il faut générer le graphique, puis le graphique va rester là à tout moment qu'on va travailler dans l'assemblage. Donc ça, c'est important de le trouver. Maintenant, il y a deux outils que je veux parler, que je vais mentionner. On va regarder ça ensemble un petit peu. L'outil D-Feature, qui est là déjà depuis plusieurs versions. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça fait de plusieurs versions. Et puis, il y a un autre outil que pas beaucoup de gens connaissent, l'outil simplification. On va regarder les deux. Bon, premièrement, l'outil D-Feature. Un bon exemple, j'ai un gearbox. Le gearbox vient peut-être d'un fournisseur, puis moi, je veux tout simplement le réutiliser. Quand il m'a envoyé le gearbox, le fournisseur, on voit qu'il y a énormément de pièces à l'intérieur qui ne sont pas nécessaires pour le détail de mon assemblage. Moi, j'ai juste besoin, en fait, d'avoir l'enveloppe. Donc, je veux simplifier tout ça. Alors, puis on voit aussi qu'il y a aussi de l'intelligence. Je veux dire, il y a un ratio de gearbox qui a été fait entre le input et le output shaft. L'outil des features, on va le trouver où? Il se trouve dans l'outil, dans le menu outils des features. Quand on va le lancer, l'outil des features va regarder la pièce. Il y a plusieurs facteurs. On peut dire, OK, je veux simplifier juste les composants qui sont 10% de volume. Alors ça peut être une règle très facile à utiliser pour juste enlever toute la boulonnerie. OK, c'est quelque chose qui se fait facilement. Moi, je vais utiliser une autre règle. Je veux commencer par enlever tous les composants internes. On l'a vu, tous les roulements à billes, les vis qui sont à l'intérieur, les composantes, les engrenages à l'intérieur. J'ai pas besoin de ça. Moi, je veux juste l'utiliser sur mon convoyeur, sur mes composants à moi. Une fois que c'est fait, on est aussi capable, avec l'outil des features, de continuer ou de garder l'intelligence du modèle par rapport aux contraintes. Alors, je vais me faire un groupe. Le premier groupe, ça va être le casing avec les roulements. Deuxième groupe, ça va être le shaft d'entrée. Troisième groupe, le shaft de sortie. Et en faisant ça, SolidWorks va garder les contraintes entre ces composants-là pour pouvoir garder la simulation quand je le tourne. Ensuite de ça, je vais dire, je veux garder les trous qui sont là parce que c'est là que je vais monter mon gearbox. Aussi la forme intérieure parce que pour être sûr que j'ai assez de dégagement. Et puis quand je vais cliquer OK, SolidWorks va se lancer et puis va en fait créer un autre modèle ultra simplifié, si on veut, de mon gearbox. Alors, ce qu'il est en train de faire, comme on peut le voir, il est en train de, enlever les composants internes, on l'a mentionné, mais il est en train aussi de simplifier le modèle. Puis là, on peut le voir à droite, c'est ma version simplifiée. Quand je fais une vue de section, c'est facile de voir que dans le modèle simplifié, il y a beaucoup moins de détails, mais je suis capable de reconnaître quand même que c'est un gearbox. Même si on a enlevé beaucoup de détails sur mon composant, c'est facile de voir que c'est un gearbox, avec beaucoup moins d'éléments par contre. Quand je vais continuer, on voit que c'est un wizard. OK, on est capable de simplement cliquer et continuer. Je suis capable de me créer un autre modèle. Donc, je vais me créer une copie, mais une copie simplifiée qui est liée à l'original. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais me créer un autre assemblage. Une fois qu'il est sauvegardé, on va regarder qu'est-ce que ça a l'air. On est capable de voir, premièrement, regardez dans l'arbre, il y a juste 3 composants. Okay, j'en avais peut-être une dizaine, une quinzaine avant, j'en ai juste 3. On voit qu'il est beaucoup plus simplifié. Quand je fais une vue de coupe, je suis capable de voir que l'intérieur est devenu solide, est devenu plein. Puis ensuite de ça, je suis capable aussi de voir que mes contraintes d'assemblage fonctionnent encore. Si je tourne le shaft qui est en bas, on voit que le ratio entre les deux arbres est quand même respecté. Donc, j'ai gardé ma logique par rapport à ça. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans mon assemblage original, ça apparaît comme une fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai des modifications sur mon gearbox d'origine, je peux tout simplement mettre à jour ma version simplifiée.
Donc ça, c'est un bel outil. On va regarder un autre outil, l'outil simplifié ou simplification. L'outil simplification fonctionne un petit peu différemment. On va prendre une pièce, ça s'applique sur des pièces qui a beaucoup de fonctions. Si on regarde les performances d'évaluation, on voit que j'ai 174 fonctions, que la pièce prend à peu près 7 secondes à reconstruire. Bon, 7 secondes, c'est pas énorme, mais je veux quand même le simplifier surtout graphiquement. L'outil simplification va se trouver encore dans le menu outils, cette fois-ci dans juste ici simplification. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec l'outil simplification? C'est qu'on va donner un ratio, puis lui va aller s'attaquer aux fonctions et supprimer ou m'aider à au moins trouver les fonctions qui rentrent dans mon ratio de simplification. Je vais tout simplement lancer la recherche, je vais dire trouver. Il a trouvé toutes ces fonctions-là dans l'arbre de création qui rentrent dans le facteur de simplification. Je peux les supprimer une par une ou je peux tout simplement me dire fais-moi une configuration dérivée et supprime toutes les petites fonctions. Alors, comme vous pouvez voir, je me suis rapidement créé une configuration extrêmement simplifiée de mon gearbox. La forme, ça ressemble encore beaucoup. J'ai réduit le temps de reconstruction d'à peu près 5 6 fois plus rapide. Et puis, dans l'arbre, vous le voyez, il y a énormément de fonctions qui sont supprimées. Mais vu que c'est une configuration, je peux facilement retourner à mon modèle d'assemblage. Donc, pour faire un dessin de détail, j'utiliserai la fonction, la configuration détaillée, mais dans l'assemblage, je pourrais facilement utiliser la configuration simplifiée. Cette fois-ci, c'est une configuration dans ma pièce. Alors, tous des bons trucs pour nous aider à simplifier nos pièces. Maintenant, les deux manières qu'on a vues avec les deux outils, c'est le defeature qui va créer en fait un assemblage séparé et puis l'option simplification qui va créer une configuration de la même pièce. Deux outils qui peuvent être intéressants à utiliser dans ces cas-là. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est SpeedPack, qui ressemble beaucoup à une version simplifiée à quelques différences. Premièrement, le SpeedPack sert à quoi? Le SpeedPack va servir à réduire la quantité d'informations, de data à l'intérieur d'un sous-assemblage. Encore une fois, le SpeedPack peut s'appliquer très bien pour des assemblages qui sont achetés, aussi des assemblages importés. Souvent, les gens travaillent avec des gros fichiers STEP de leurs clients, puis eux autres, ils ont juste besoin de prendre le fichier STEP puis mettre un paquet de composants autour. Ça peut être une belle manière d'utiliser justement le SpeedPack, d'utiliser justement pour ces fonctions-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec le SpeedPack? C'est qu'en fait, on va dire à SolidWorks qu'est-ce qu'on veut garder comme référence pour les contraintes d'assemblage, les faces ou les pièces ou les volumes. Et puis, même aussi, on peut utiliser des entités comme des plans, des esquisses maintenant depuis 2017, je crois. Donc, on peut ajouter aussi d'autres informations dans notre SpeedPack pour nous aider dans nos contraintes d'assemblage. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant aussi du SpeedPack, c'est que quand j'ai un assemblage, je crée une configuration, c'est comme une configuration de SpeedPack. Quand je crée la configuration, je peux envoyer l'assemblage dans sa configuration SpeedPack sans envoyer aucune des sous-assemblages et aucune des pièces. Une fois que je crée le SpeedPack, toute l'information est contenue dans le fichier d'assemblage. Donc, pour échanger des fichiers, puis aussi au temps d'ouverture, on va le voir parce que quand j'ouvre une configuration SpeedPack, j'ai pas besoin d'aller ouvrir les sous-assemblages qui sont dedans, j'ai pas besoin d'aller ouvrir non plus les pièces qui sont dans le sous-assemblage. Donc, il y a des bénéfices à ce niveau-là aussi. Alors, on va aller regarder justement à quoi ça a l'air le SpeedPack. Bon, j'ai le modèle qui est ici. Je veux faire un SpeedPack. Bon, plusieurs comment qu'on a de pièces, peut-être près de 200 pièces. C'est pas un énorme assemblage, mais tout de même, ça va donner un bon exemple. La manière que ça va fonctionner, le SpeedPack, c'est comme je disais tantôt, ça va créer une configuration dérivée. Alors, je dis que je veux ajouter un SpeedPack. À partir de ce moment-là, SolidWorks va me proposer différentes manières. Je peux utiliser ce qu'on appelle le Quick Include en anglais. C'est tout simplement une barre
que je vais glisser pour savoir si je veux avoir plus d'informations ou moins d'informations dans mon SpeedPack, comment que je veux l'alléger. Ensuite de ça, je peux sélectionner soit des corps, des pièces ou même des faces que je vais utiliser pour les contraintes plus tard. Moi, je sais que c'est un composant de satellite, que quand je vais l'assembler, j'ai besoin de la face plate avec les 4 trous. C'est ça qui va me servir pour assembler dans mon assemblage supérieur. Une fois que j'ai créé mon SpeedPack, vous voyez quand je vais déplacer mon curseur, il va juste afficher ce que j'ai capturé pour les contraintes. À suite de ça, on va aller ouvrir l'assemblage que j'ai besoin, qui est celui-là. Maintenant, vous allez voir, en ouvrant cet assemblage-là, ça va se faire assez rapidement parce que tous les sous-assemblages sont déjà en SpeedPack. On peut voir, il y a une icône un petit peu différente. Donc, malgré que c'est un gros assemblage, ça s'ouvre très rapidement. Je prends mon assemblage que je viens de créer en mode SpeedPack. Je vais tout simplement sélectionner ou tourner mon composant. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, vous voyez quand je promène ma souris, juste l'information qui a été capturée est disponible. Ça m'aide aussi à contraindre dans l'assemblage. Donc, si j'ai un assemblage puis je veux que les gens utilisent toutes les mêmes méthodes de contrainte, les mêmes trous pour assembler, ça peut être une bonne façon de faire ça au niveau de l'assemblage. Alors, je sélectionne mes trous, je les mets concentriques, de la même manière que je le ferais à peu près n'importe comment dans SolidWorks. Et puis, je l'ai assemblé. Et puis, le rond qu'on voyait, on peut le désactiver aussi. Là. Des fois, on trouve ça un petit peu agaçant, alors on peut le désactiver rapidement. Et puis, même en SpeedPack, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler dans des mises en temps, par exemple. Maintenant, on va être capable de créer, on va avoir des fonctionnalités, ça va être un petit peu plus limité quand on a des assemblages en SpeedPack dans nos mises en plan, mais on est quand même capable de créer des vues. OK, alors ici, je vais tout simplement créer quelques vues rapidement. Peut-être une vue isométrique. Alors, on voit quand même tous mes composants dans mon dessin d'assemblage. Ce dessin d'assemblage-là va aussi être extrêmement léger aussi, là, comparé à si j'aurais à ouvrir le dessin complètement chargé. Maintenant, je veux insérer une nomenclature, un bill de matériel. Facilement, je suis capable de faire ça aussi. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Puis, je suis capable aussi de venir ajouter des cotations aussi sur mon modèle. Donc, dans les mises en plan, il y a quand même plusieurs choses qu'on va pouvoir faire, même si j'ai un assemblage SpeedPack. Comme je disais tantôt, SpeedPack s'appliquera peut-être pas à toutes les opérations de mise en plan d'assemblage. Il y a peut-être certaines opérations qu'on va devoir quand même créer une configuration complète, si on veut. Mais on est quand même capable de créer plusieurs informations à partir de mon SpeedPack dans ma mise en plan d'assemblage. Maintenant, on va continuer un petit peu avec nos détails. Je vois qu'il y a des questions. Là, je vais continuer, puis je vais répondre aux questions à fur et à mesure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais les attaquer un petit peu plus vers la fin. Et puis, bon, un autre point qu'il faut vraiment parler, c'est travailler localement. Pourquoi ça a un impact quand on travaille localement versus travailler sur un réseau, travailler à partir du disque, ouvrir à partir du disque Z, par exemple. On va l'illustrer rapidement. Premièrement, si mes composants sont réseau, sont locales, ça veut dire quand j'ai besoin d'ouvrir SolidWorks, je fais fichier ouvrir, toute l'information est déjà sur mon ordinateur, donc c'est très rapide d'aller chercher, récupérer et ouvrir dans SolidWorks. À l'inverse, quand j'ouvre sur un réseau, je suis sur mon poste de travail et puis je lance la commande ouvrir un assemblage, ouvrir une pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Mon ordinateur a besoin de communiquer avec le réseau, avec le routeur, traverser tout le système, a besoin d'aller communiquer avec mon serveur. Mon serveur a besoin d'aller communiquer avec mon disque dur. Donc, toutes ces trois opérations-là se font tout en même temps quand on travaille localement, mais en réseau, c'est toutes une après l'autre. Une fois que le serveur va chercher sur le disque dur l'assemblage que j'ai besoin, il y a quelque chose qui va se passer. Puis ça, c'est vraiment propre pas à l'interface, là, mais au système d'opération Windows, c'est que Windows ou SolidWorks n'est pas en mesure
d'ouvrir le fichier en un bloc, si on veut. Quand SolidWorks va ouvrir un fichier, il va l'ouvrir morceau à morceau. Puis ça, c'est comme je disais tantôt, il n'y a rien que SolidWorks peut faire, c'est propre au système Windows, c'est comme ça que Windows fonctionne. Et puis, quand il va, donc si j'ai une pièce, juste une pièce par exemple, il va falloir qu'il la segmente en plusieurs blocs puis les ouvrir un par un. Donc, tous ces blocs-là doivent repasser par le réseau séparément et s'en aller dans SolidWorks pour finalement reconstruire cette pièce-là, cet assemblage-là dans SolidWorks. Maintenant, pourquoi il y a une grosse différence avec ouvrir localement puis ouvrir sur un réseau, puis j'ai des documents là, beaucoup plus détaillés qui vous raconteraient tout ça. Mais pour Windows est capable de prendre un bloc de documents puis le copier en un bloc, mais il n'est pas capable de l'ouvrir dans un bloc. Il faut qu'il le segmente en plusieurs petits morceaux. En le segmentant, ben là, si on est sur le réseau, on ajoute tout le temps de latence qui est ajouté à chaque bloc. Au lieu de le faire une fois, ben là, chaque petit bloc va avoir sa latence. Donc, tout ça s'additionne. Même que, juste pour vous donner une idée, on l'a comparé. Un de mes collègues l'a comparé, ouvrir sur le réseau, ouvrir sur localement. À droite, c'est ouvrir sur le réseau. Vous voyez, c'est ouvrir sur le réseau, le preview arrive rapidement, mais il charge. À gauche, ouvrir localement, le preview arrive même un petit peu plus tard, mais regardez, c'est déjà terminé. 17 secondes versus 1 minute. Okay? C'est vraiment une grosse différence quand on parle d'ouvrir sur un réseau versus ouvrir localement. Et puis, je vais parler un petit peu de PDM à travers tout ça. Pourquoi c'est bon d'utiliser un PDM? Parce que si vous êtes une entreprise, oui, vous voulez avoir votre information sur le réseau, tout le monde y a accès. Le PDM, de façon transparente pour l'utilisateur, va justement prendre les données sur le réseau quand on en a besoin, les copier localement, puis ensuite de ça, les ouvrir. Et puis, c'est ça la beauté, c'est que même si PDM prend le temps de copier en premier et ensuite de ça, ouvrir, c'est quand même plus rapide de faire ça que d'aller ouvrir directement du réseau. Alors, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, pensez à PDM, OK? C'est vraiment, ça peut être une solution à vos problèmes, surtout sur les temps d'ouverture. Même que moi aussi, je l'ai fait. J'ai un assemblage, puis j'ai fait un petit test. Maintenant, je vais être totalement transparent. J'ai pas un vrai réseau ici, mais j'ai un disque dur externe qui est branché sur mon Wi-Fi au bureau. Alors, j'ai fait le test. J'ai été dans ma voûte, j'ai une voûte PDM sur mon ordinateur. Je l'ai ouvert à partir de la voûte. Puis ensuite de ça, j'ai pris le même data, je l'ai copié sur mon disque Z, puis je l'ai ouvert directement sur le disque Z. Et puis, vous voyez, quand j'ai ouvert la première fois de PDM, cet assemblage-là m'a pris 35 secondes, oui, en allégé, là, je l'admets. Cet assemblage-là m'a pris 35 secondes à ouvrir quand je l'ai ouvert à partir de ma voûte PDM. Même si j'avais besoin de copier le data une première fois, puis ensuite de ça, de l'ouvrir 35 secondes, j'ai pris le même data, je l'ai copié sur mon disque Z. Quand je l'ai ouvert du disque Z, c'est passé à 5 minutes quelques. Donc, il y en a une différence, OK? Faut comprendre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'aider? On va parler un petit peu du mode assemblage complexe et le mode allégé. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut facilement utiliser à l'intérieur de SolidWorks. L'idée en arrière du mode allégé, c'est qu'il y a tout simplement moins d'informations que SolidWorks va récupérer quand on va ouvrir un fichier. Qu'est-ce que je veux dire par moins d'informations? En fait, quand je vais ouvrir un sous-assemblage, un assemblage en mode allégé, SolidWorks ne va pas chercher l'information propre aux fonctions de la pièce, il fait juste charger le corps de la pièce, donc le volume de la pièce si on veut. En ayant le volume, je suis quand même capable de faire des déplacements d'assemblage, je suis capable de faire des contraintes, mais à l'arrière de tout ça, SolidWorks n'a pas besoin d'aller charger toute l'information qui est propre aux fonctions de cette pièce-là. Donc, c'est moins de données à charger, plus rapide à ouvrir nécessairement. Maintenant, pour faire la distinction un petit peu, c'est quoi le mode assemblage complexe, c'est quoi le mode allégé? En fait, le mode assemblage complexe
va utiliser le mode allégé, mais en plus de ça, va aller changer d'autres réglages pour du même coup pour améliorer les performances. Ça peut être des réglages graphiques. Il y a quelques réglages là, qu'il va aller utiliser ou aller activer quand il va tomber en mode complexe. Le mode allégé fait partie, en fait, du mode complexe là, dans les options par défaut. Alors, un va assez bien avec l'autre. Un autre outil que je veux mentionner, que les gens utilisent pas beaucoup, mais malheureusement, c'est le mode gestion des grandes conceptions. Le mode de gestion des grandes conceptions, c'est encore plus léger que allégé et que le mode d'assemblage complexe. En fait, quand je l'utilise, je fais juste charger l'information d'affichage, c'est tout. Encore moins d'informations, donc plus rapide à ouvrir. Mais c'est un mode où est-ce que les fonctionnalités sont limitées, mais on peut quand même faire beaucoup de choses et s'en servir de façon stratégique pour aller où ce qu'on a besoin d'aller. Souvent, on sait que ça, c'est le gros assemblage. J'ai besoin de travailler dans un des sous-assemblages, mais je sais pas exactement le nom, je sais pas exactement il est où. On peut servir du mode de grande conception juste pour trouver ce qu'on a de besoin. Je vais vous le montrer rapidement. Dans le mode des grandes conceptions, je vais tout simplement dire que je vais ouvrir mon assemblage là. Je le sélectionne, mode des grandes conceptions, Large Design Review en anglais. Puis vous avez vu rapidement, là, juste par l'icône, c'est quand même un gros assemblage. Mais même si c'est un gros assemblage, l'ouverture se fait quand même en quelques secondes. Vous voyez, c'est déjà ouvert. Ça, en fait, là, c'est en temps réel, là, ce que je vous montre. On peut changer l'affichage. J'aime bien avoir mes lignes, là, mes lignes noires. Mais comme vous pouvez voir, c'est un affichage qui est vraiment très simplifié. Mais je suis capable de manipuler quand même assez bien tout mon assemblage. Vous voyez quand même, c'est quand même assez fluide pour travailler à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet aussi d'aller regarder ce qu'on appelle des walkthroughs en anglais. Donc, je suis capable d'animer des trajectoires de caméra. Donc, si je veux juste aller regarder un petit peu à l'intérieur, me mettre en mode un peu immersion à l'intérieur de mon assemblage, c'est facile à faire. Je pourrais même l'enregistrer en format vidéo si je voudrais. Autre chose aussi que je peux faire en mode gestion des grandes conceptions, c'est se faire ce qu'on appelle des snapshots en anglais ou des instantanés qui vont capturer des vues de caméra. Donc, je me fais des instantanés, puis à ces instantanés-là, je peux aussi ajouter des commentaires, comme par exemple, ici, j'ai un commentaire qui a été fait par un autre membre de l'équipe qui me dit de vérifier le dégagement entre les valves pour la maintenance. À ça, je pourrais ajouter mon propre commentaire, je pourrais même ajouter une photo ou une capture d'écran pour complémenter ces notes-là. Maintenant, comme je disais tantôt, on peut s'en servir de façon stratégique. Même en mode grande conception, je suis capable de faire des vues de section. Regardez comment c'est rapide. C'est extrêmement rapide de faire des vues de section, même d'un grand assemblage. Cet assemblage-là compose près de 6000 composants, si je me rappelle bien. Je suis capable d'utiliser mon outil de mesure. Puis ici, en mesurant entre la face du boulon et puis le derrière de ma valve qui est là, on se rend compte que j'ai vraiment pas assez de dégagement pour aller changer ou enlever le boulon qui est là. Alors, je vais aller ouvrir puis modifier mon sous-assemblage. Maintenant, aussi, ce qui est intéressant, on a toute l'arbre de création. Quand je sélectionne une pièce, il est surligné dans l'arbre de création. C'est facile de trouver le sous-assemblage. Je sélectionne mon sous-assemblage, qu'on le voit ici en bleu, surligné en bleu. Et puis, je fais ouvrir. Et puis, comme je disais tantôt, c'est une bonne manière juste d'aller ouvrir ce qu'on a vraiment besoin de travailler dessus. Je peux ouvrir l'assemblage général extrêmement rapidement, puis ensuite de ça, aller juste ouvrir les sous-assemblages que j'ai besoin de travailler. Alors, on va faire une modification. Je vais donner un petit peu plus d'épaisseur à ma plaque ici pour me donner un petit peu plus de dégagement. Je clique OK. Quand je vais sauvegarder, c'est un doigt que je vais me demander si je veux mettre à jour l'assemblage en mode grande conception. Je vais dire oui. Alors, à partir de ce moment-là, il va sauvegarder. Je vais fermer mon sous-assemblage. Et puis, on voit aussi que l'affichage en arrière-plan a été mis à jour. Et puis, j'ai toute l'information qui est là. Donc, ça peut être vraiment un très bel outil pour juste aller naviguer dans un gros assemblage quand on a besoin d'aller chercher quelque chose à l'intérieur.
Maintenant, chose que je veux parler aussi, les états d'affichage versus les configurations. Ça aussi, ça va être quelque chose qui est important de voir un petit peu les distinctions. Pourquoi un plus que l'autre et pourquoi on devrait prioriser les états d'affichage plutôt que les configurations. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans une configuration puis qu'est-ce qui se passe dans un état d'affichage. Alors, il y a une bonne distinction. Premièrement, une configuration, c'est bon pour illustrer un design différent. Un état d'affichage, c'est bon pour illustrer, comme ça s'appelle, hein, un affichage différent. Qu'est-ce que je veux parler d'affichage? Si vous voulez une pièce qui a plusieurs couleurs, cacher, montrer des composants, transparence, même contrôler si la composante est affichée en ligne ou en solide avec les lignes, etc. Donc, c'est vraiment des propriétés d'affichage. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi on devrait créer un versus l'autre? Il faut comprendre que quand on fait une configuration, soit d'une pièce ou d'un affichage, d'un assemblage, excusez, c'est que c'est comme si on créait un autre assemblage à l'intérieur du même assemblage. Même chose pour les pièces. Versus un état d'affichage qui ne fait que donner un peu un skin différent au même assemblage, aux mêmes pièces. Donc, c'est un peu comme une peau qu'on fait juste rajouter par-dessus. Bon, vous avez probablement deviné, il y en a un qui a beaucoup plus d'informations, l'autre qui en a beaucoup moins. Aussi, chose que les gens ne se rendent pas compte tout le temps, c'est que quand que je vais changer de configuration, j'ai besoin de reconstruire mes composants. J'ai besoin de reconstruire ma pièce, j'ai besoin de reconstruire mon assemblage. Quand je change d'état d'affichage, je n'ai pas besoin de reconstruire. Donc, juste à changer d'un vers l'autre, il y a des grosses distinctions. Et puis, ça aussi va s'affecter dans les mises en plan. Si vous vous rappelez tantôt quand j'ai parlé du processus de mise en plan, quand on a une mise en plan avec des vues, avec plusieurs configurations, il faut aller charger à l'arrière, il faut aller charger toutes les configurations une par une. État d'affichage, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, ça va avoir un impact, un gros impact dans mes mises en plan aussi. Ensuite de ça, dernier point que je veux couvrir aujourd'hui, convertir les données. Oui, oui, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais quand on change de version de SolidWorks, il faut convertir les données dans la nouvelle version. En fait, c'est vraiment propre au langage qui est utilisé. Il y a peu de choses à ce moment-ci qu'on peut faire. On travaille pour améliorer ça, pour améliorer le processus, mais quand on a une pièce qui est en SolidWorks 2016, on l'ouvre en SolidWorks 2017, il y a une conversion qui se fait. Si j'ai une pièce en 2018, en 2017, je l'ouvre en 2018, la pièce doit être convertie pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités de la version en cours qu'on utilise. Maintenant, sachant qu'il y a une conversion qui est faite quand on passe d'une version à l'autre, il faut savoir que la conversion se fait quand? La conversion se fait à l'ouverture. OK? Fait que si j'ouvre un document, je travaille sur 2018, j'ouvre un document de 2017, c'est à l'ouverture que la conversion se fait. Donc, si je ferme mon document sans le sauvegarder, les fichiers sont encore en 2017, la prochaine fois que je vais l'ouvrir, il va recommencer le processus de conversion. Donc, c'est pour ça qu'on veut, autant que possible, amener nos documents dans la version qu'on utilise. Maintenant, il y a une exception à ça, c'est que, par exemple, SolidWorks 2017 Service Pack 5, il faut bien le mentionner, c'est le dernier Service Pack, est capable d'ouvrir des fichiers de la version suivante sans avoir à les convertir. Donc, dans le cas où est-ce que vous avez une grosse équipe, différents projets, il y a une équipe qui travaille sur un projet en 2017, l'autre qui commence à travailler sur l'autre projet en 2018, vous avez besoin de mettre les choses ensemble à un moment donné. Ça peut être un outil vraiment intéressant qui va vous aider à travailler, à faire ça. Maintenant, pour aider aussi les conversions, il y a des outils automatisés qui existent, qui sont disponibles. Si vous êtes utilisateur de SolidWorks professionnel ou premium, vous avez le planificateur de tâches qui peut vous aider à faire ça en arrière-plan la nuit. Vous pouvez même distribuer des tâches sur plusieurs ordinateurs pour vous aider à convertir les documents. Si vous êtes un utilisateur de PDM, autant PDM standard que PDM professionnel, PDM a son propre outil de conversion, on l'appelle l'utilitaire de mise à niveau, qui va aller dans la voûte, chercher le document, puis là, vous avez différentes choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous faire une nouvelle version quand vous faites de la conversion pour garder l'historique, etc.
Donc, ça aussi, on a une intégration directement à la voûte PDM qui permet de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Déjà, comme je disais tantôt, il y avait beaucoup d'informations. Ça fait déjà 1 heure, hein, on a parlé de la moitié de qu'est-ce que je voulais parler. Alors, on va avoir vraiment besoin d'une deuxième session. Faire un petit résumé rapide. Premièrement, Sophie à la barre de progression d'assemblage d'ouverture en 2018 pour voir qu'est-ce que ça doit que c'est en train de faire. Visualisation des performances d'assemblage. Amélioré dans 2018, mais qui peut quand même être utilisé dans les versions antérieures. Ok, si je tiens à le mentionner. Utiliser des versions simplifiées, utiliser le SpeedPack. On a vu quelques exemples, les pièces de librairie complexes. Ça c'est vraiment une bonne application pour faire ça. Travailler localement. On a parlé du PDM. Le PDM peut vous aider. Puis là, je vais parler de notre PDM. Notre PDM le fait. Mais si vous implémentez un PDM quelconque, assurez-vous que si vous travaillez avec des gros assemblages, que votre PDM va utiliser la fonction de ce qu'on appelle une cache locale. Donc, faire une copie locale pour pouvoir travailler localement. Si vous achetez un PDM qui n'a pas cette fonctionnalité-là, ça ne vous aidera pas dans les grands assemblages. Donc, ça, il faut le mentionner. Ensuite de ça, utiliser le mode assemblage complexe, le mode allégé quand c'est à propos de le faire. On a aussi parlé de la gestion des grandes conceptions, vraiment un autre outil intéressant pour travailler dans les gros assemblages, pour aller aussi juste ouvrir un gros assemblage, voir qu'est-ce que ça a l'air, puis aller cibler qu'est-ce qu'on a besoin de vraiment travailler, modifier. Ça peut être vraiment un bon outil. Au niveau des états d'affichage, configuration, il y a beaucoup de gens qui se questionnent encore quand j'utilise un, quand j'utilise l'autre. Privilégiez les états d'affichage quand vous le pouvez. Quand l'état d'affichage n'est pas suffisant, utilisez une configuration. Mais commencez par un état d'affichage, ça va vous donner ça va être bénéfique dans le futur. Et puis, convertir vos données quand vous avez besoin de les convertir quand vous changez d'une version à l'autre. Prenez le temps de convertir vos données. Oui, je sais que c'est quelque chose qui est plate à faire, mais c'est quelque chose qui va vous aider aussi dans vos performances d'assemblage. Alors, je pense que ça fait le tour un petit peu sur qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui. Bon, on a parlé des grands assemblages, c'était quoi? On a parlé des activités. Vous savez, il y a beaucoup d'activités qui se passent en arrière-plan. On ne voit pas, nous, quand on ouvre des documents dans SolidWorks, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, on a parlé de trucs pour améliorer les temps d'ouverture. Maintenant, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, je vais essayer de répondre à certaines d'entre eux. La colonne temps d'ouverture est-elle disponible dans PDM? Je crois que oui. Il va falloir que je confirme, mais je pense que oui. Okay? On parle sûrement à l'intérieur de l'explorateur PDM. C'est une bonne question, je vais le vérifier. Okay? Est-ce que le mode gestion des grandes conceptions est disponible en 2016? Oui. En fait, c'est disponible depuis, je crois, 2012, si je ne me trompe pas. Alors oui, c'est disponible à l'intérieur de 2016. En fait, ça l'a, pour les utilisateurs qui travaillent depuis longtemps, ça l'a remplacé le mode ouverture en lecture seule. Parce que quand on ouvre quelque chose en gestion des grands assemblages, par défaut, il va s'ouvrir en lecture seule. Puis si on fait des modifications comme prendre un instantané, faire des walkthroughs ou des choses comme ça, là, on peut le sauvegarder. Mais ça a un impact aussi quand on travaille avec plusieurs équipes. On peut ouvrir plusieurs personnes le mode assemblage des grandes conceptions, puis juste aller travailler qu'est-ce qu'on a de besoin. De quelle manière on crée une texture qui simule un grillage dans un assemblage? Bonne question, David. Je me rappelle pas. Faudrait que je vais te revenir. Là, j'ai juste un blanc de mémoire, mais ouais, c'est quelque. Je vais faire une bonne. C'est une très bonne question. Ça m'échappe, mais je vais te répondre via courriel, ok, juste pour te donner la bonne réponse. Alors tout ça, ça résume notre présentation aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir assisté à la présentation. Je vais juste mentionner qu'on enregistre la session. Donc ça va être partagé sur notre page web. Et puis, sur ça, Joël, je vais te laisser donner les mots de la fin. Joël? On a peut-être perdu Joël. Bon, ben, je vais donner les mots de la fin moi-même.
Je veux premièrement remercier tout le monde. Comme Joël l'a mentionné, on va faire un petit suivi pour vous donner la date de la deuxième présentation, parce qu'on n'a pas encore cédulé. Fait que ça devrait se faire, ça va peut-être aller plus vers la fin de l'été. Mais on va céduler un suivi parce que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de contenu. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en session. Je vous laisse mon courriel. Encore une fois, je vais vous remercier d'avoir assisté à la présentation. Et puis, l'enregistrement va être disponible dans les prochaines, probablement d'ici la fin de la journée. Vous allez recevoir un courriel de toute façon avec un suivi, avec le lien pour aller chercher l'enregistrement. Mais si vous avez d'autres questions après la fin du séminaire que je n'ai pas pu répondre, envoyez-moi un courriel directement à moi, Michel. Vous avez mes coordonnées. Et puis sur ça, je vais vous souhaiter un bon vendredi et puis un bon week-end. Merci. Au revoir.